Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Péressin, je suis chef de projet StraSND et donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le camouflage autistique. Donc, il est midi 2, on va se donner 5 petites minutes pour permettre aux retardataires de nous rejoindre. Et pendant ces 5 minutes, je vais juste vous présenter très rapidement le centre d'excellence StraSND. Donc, StraSND, c'est quoi? Déjà, c'est un acronyme. Donc, cet acronyme, c'est pour Strasbourg Translational Research on Autism Spectrum and Neurodevelopmental Disorders. Donc, nous sommes labellisés Centre d'excellence Autisme TND depuis octobre 2020 et ce réseau StraSND a été mis en place sur les fondations du réseau Stras Autisme. Donc, pour information, il y a 5 centres d'excellence Autisme et TND en France, à Montpellier, à Paris, à Tours et à Lyon. Donc, StraSND est un réseau pluridisciplinaire qui rassemble une trentaine d'équipes et plus de 60 cliniciens et chercheurs statutaires. Et donc, on organise autour de 3 axes, l'axe clinique, l'axe SHS et l'axe biologie et chimie. Donc, StraSND est coordonné par un trio 100% féminin avec le professeur Carmen Schroeder qui coordonne StraSND ainsi que l'axe clinique, le professeur Céline Clément qui est présente avec nous aujourd'hui, qui est la coordinatrice de l'axe SHS, et le docteur Amélie Piton qui coordonne l'axe fondamental, biologie et chimie. En plus, effectivement, de tous les membres de notre réseau, on a aussi un réseau partenaire très dense qui nous permet de mettre en place de nombreux projets. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des soutiens institutionnels, on est en lien avec des réseaux de recherche, des réseaux de santé et aussi des réseaux de représentants, des associations avec qui on mène pas mal de projets et qui sont un soutien pour nous et on espère être un soutien pour eux aussi. Nos objectifs à StraSND, c'est d'approfondir la compréhension des troubles du spectre de l'autisme et des troubles neurodéveloppementaux, d'améliorer la prise en charge clinique à tous âges et de favoriser la psychoéducation et l'intervention auprès des familles. Donc, pour mener à bien ces objectifs, on a différents types d'actions. Donc déjà, on a des actions qui sont en lien avec les équipes membres de StraSND. Donc tout d'abord, on met en place des soutiens à la recherche sous la forme d'appels à projets. Sur les 2 dernières années, on a soutenu plus de 16 projets de recherche. Et quand je dis recherche, je parle de recherche fondamentale, de recherche clinique, mais aussi de recherche participative. On a mis en place des bourses de soutien destinées à nos étudiants pour leur permettre d'aller présenter leurs résultats et de se former en congrès. On organise annuellement nos journées scientifiques destinées donc aux membres du réseau. Ces journées scientifiques se tiennent début décembre en général et permettent aux membres de notre réseau d'échanger sur leurs thématiques, leurs projets et de mettre en place de nombreuses collaborations. On est aussi soutien de différents types de journées d'études. Donc, la première qu'on avait mise en place, c'était en 2021, une journée sur les troubles développementaux du langage. On avait fait une très belle journée par visio. On avait plus de 800 personnes qui s'étaient connectées ce jour-là. Et donc, la prochaine journée d'études aura lieu le 2 juin à Strasbourg. Donc, c'est une journée dont la thématique est le trouble développemental de la coordination. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette journée sur notre site Internet. On a aussi des actions de communication donc, qui sont plus destinées au grand public, différents projets vidéo, certains qu'on a mis en place en collaboration avec les autres centres d'excellence, d'autres qu'on a mis en place nous-mêmes pour présenter nos partenaires. Enfin, on a aussi réalisé l'année dernière une soirée ciné-débat qui avait permis aussi de faire venir le grand public et des personnes concernées, professionnelles ou non professionnelles. Donc voilà, c'était une expérience très enrichissante qu'on espère réitérer cette année. Et enfin, on a un certain nombre d'actions qui sont destinées aux familles, aux personnes concernées et aux associations. Donc tout d'abord, notre soirée scientifique annuelle qui est dédiée aux familles, qui est une soirée de vulgarisation scientifique et qui se déroule en général la journée avant notre journée scientifique du réseau. Cette soirée scientifique va être déclinée grâce à un nouveau projet du professeur Clément sur ce projet qui s'appelle « Comprendre ensemble les TSA et les TND ». Donc, cette soirée scientifique de vulgarisation va être ouverte déjà sur toute l'Alsace, donc dans différents territoires en Alsace, et elle se déroulera sur une période un petit peu plus longue, sur une matinée d'un samedi matin. Donc, bien sûr, on vous tiendra au courant de la mise en place de ce projet.
Et enfin, on soutient aussi différents types de journées dédiées aux familles. Là, je cite par exemple donc, la journée des familles d'IRC 1 qui avait été organisée par le docteur Piton en marge du congrès d'IRC 1. Voilà, donc si vous voulez retrouver toutes nos informations, toutes nos actions, mais aussi celles de nos partenaires, vous pouvez vous rendre sur le site de SAPD. On est aussi présent sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, et vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube les vidéos dont je vous parlais précédemment, mais aussi tous les replays et toutes les ressources vidéo qu'on met en place au niveau du réseau. Donc, on va pouvoir débuter ce webinaire sur le camouflage autistique, et donc je vais passer la parole, professeur Clément ou à Ravenne. Je vais prendre la parole, Maryse. Merci beaucoup de cette présentation. Effectivement, dans le cadre de nos activités de sensibilisation à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement, on a souhaité faire ce webinaire autour du camouflage, puisque c'est une question qui est travaillée tant du point de vue de la recherche par plusieurs collègues au sein du Strassend et aussi en clinique par le docteur Coutel. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une première intervention de Cephos Prévost, qui étudie en première année de master de thérapie comportementale et cognitive à l'Université de Strasbourg et qui va nous parler des aspects un peu théoriques du camouflage. Ensuite, on aura donc Ravenne Bureau, qui est doctorant en psychologie, qui est psychologue en thérapie comportementale et cognitive, qui va nous parler de cet outil d'évaluation du camouflage. Et ensuite, le docteur Coutel, qui nous parlera de la clinique et de l'utilité de ces outils d'évaluation au sein de la clinique. Et évidemment, après, on vous laissera la parole. Maryse, je pense, a tout expliqué sur la façon dont on peut poser les questions pour le panel. Et on a gardé du temps et on terminera vers 13h30. Voilà, donc je vais passer la parole à Ravenne, à Cephos. Excusez-moi, Cephos. Donc, on est tous dans la même salle, même si ça ne se voit pas. Et donc, Cephos, je vous laisse, c'est en train d'être partagé. Voilà, c'est parfait. Je vais vous parler du camouflage autistique et surtout des aspects théoriques vis-à-vis de celui-ci. Donc, c'est un peu une revue de la littérature. Le camouflage, c'est un concept qui a émergé il regroupe les compétences pour des particularités autistiques vis-à-vis d'autrui. Et on retrouve Willy qui en est dans son livre en 1999, Pretending to be Normal. Concernant les particularités autistiques, pour une liste un peu non exhaustive, oui, donc, je répète la définition peut-être pour les personnes qui n'auraient pas entendu à cause du son. Le camouflage autistique, c'est un concept qui a émergé des témoignages des personnes autistes. Donc, ça regroupe tous les comportements utilisés pour cacher ou masquer des aspects de soi, notamment les particularités autistiques vis-à-vis d'autrui. Et parmi les particularités autistiques, on peut compter avec une liste non exhaustive, évidemment, les stéréotypies. Donc, ça va être les comportements répétitifs, comme les battements de main, les balancements, l'utilisation d'objets qu'on appelle les steam toys, ou encore des vocalises. On va aussi retrouver une incompréhension de l'implicite. Donc là, ça va être une compréhension très littérale des situations et des paroles, avec des difficultés à comprendre les métaphores et les sous-entendus, ce qui est particulièrement problématique dans des situations où les actions se basent beaucoup sous des sous-entendus, par exemple des situations de drague, où ça peut mener à des violences lorsque la personne ne comprend pas l'implicite qui est évoqué par la personne en face. La maladresse sociale, ça peut se traduire par des faux pas dans les conversations ou les actions, par exemple dire ou faire quelque chose d'inapproprié, comme rire à un enterrement. Et on retrouve également des troubles sensoriels. Donc là, on peut énumérer les difficultés de distinguer une voix lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, ne pas supporter certaines textures de tissus ou d'aliments, ou encore les difficultés de coordination motrice. Alors, on pourrait se demander aussi si le camouflage, ce ne serait pas simplement une stratégie de gestion de l'image. Stratégie de gestion de l'image, c'est se mettre en valeur physiquement et ou intellectuellement. Par exemple, avant un rendez-vous amoureux, on va avoir tendance à se faire beau ou se faire belle et à essayer en gros d'apparaître sous son meilleur jour.
Donc, l'objectif de la gestion d'image, c'est vraiment de se valoriser et d'obtenir quelque chose de positif, là où l'objectif du camouflage, ce serait plus d'éviter quelque chose de négatif et de se protéger. Dans le camouflage, on recense deux composantes majeures. La première, c'est masquer, donc montrer ce que les autres veulent voir ou se cacher derrière ce qui est attendu. Donc, ça pourrait être vraiment compris comme porter un masque. Et dans la composante de masquer, on a le fait d'éviter d'avoir l'air autiste, par exemple réprimer des comportements atypiques, donc les stéréotypies, ou alors imiter les façons de parler et de s'habiller d'un groupe. Mais on a aussi joué un rôle social approprié, donc faire acte de présence dans les conversations sans forcément participer activement, ou renvoyer des signaux sociaux de base, par exemple un contact oculaire, des sourires, des hochements de tête. Et à côté, vous avez une page de la fiche récapitulative du camouflage autistique de Igor Tiriez, un psychiatre qui a fait plusieurs fiches récapitulatives sur son site que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous invite à les consulter, elles sont très intéressantes, claires et complètes. On peut passer à la diapo suivante. Ah, pardon. Et on a aussi l'autre composante, c'est la compensation. Et la compensation, elle a deux niveaux. Elle peut être superficielle, donc là, ce serait agir au-delà de ses moyens, où on peut retrouver anticiper les interactions, par exemple planifier et répéter des conversations chez soi avant qu'elles n'arrivent en réalité, ou se reposer sur une personne plus sociable afin d'intégrer un groupe ou de nouer des relations. La compensation, elle peut aussi être profonde, et là, ce serait plutôt analyser au-delà de ses moyens, avec un usage explicite des habiletés sociales, donc utiliser des règles apprises, notamment sur le langage verbal et non verbal, pour déterminer ce que la personne pense et ressent. Et on retrouve aussi chez de nombreuses personnes autistes l'apprentissage de la psychologie pour essayer de mieux comprendre les personnes après qu'elles rencontrent dans la vraie vie. Et du coup, là, vous avez aussi les deux pages de la fiche récapitulative de Igor Tiriez. Donc en bleu, c'est la compensation superficielle et en jaune, c'est la compensation profonde. Donc on retrouve les exemples dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans la compensation superficielle, on peut voir que les personnes peuvent choisir d'orienter la conversation vers des sujets qu'elles maîtrisent afin de pouvoir avoir des interactions sociales. Ou encore dans la compensation profonde, on peut avoir des personnes qui vont chercher à gagner davantage de temps pour estimer ce que les gens pensent et ressentent, du coup en se retirant de la situation, en prenant des temps de pause pour analyser ce qui se passe. On a aussi une stratégie de camouflage qui est souvent qu'on retrouve souvent dans les témoignages des personnes autistes, c'est les comportements de substitution. Donc la substitution, c'est remplacer les atypies visibles par des stéréotypies plus discrètes. Par exemple, ce serait se mordre l'intérieur de la joue ou jouer avec un steam toy dans une poche. Et souvent, le choix des personnes se porte sur des comportements qui peuvent être interprétés comme des habitudes nerveuses. Donc mâchouiller son stylo, tourner en rond pendant un appel, ce genre de choses qui ne sont pas perçues négativement. Cependant, parfois, ça mène à des habitudes dangereuses comme fumer, boire, l'automédication, des comportements d'automutilation ou alors de la dermatillomanie ou la trichotillomanie. La dermatillomanie, c'est le fait de gratter les imperfections de la peau, et la trichotillomanie, c'est jouer avec ses cheveux jusqu'à parfois se les arracher de la tête. On pourrait se demander du coup quelles sont les motivations au camouflage. On peut en recenser 3 catégories. La première, ce serait l'assimilation, avec des objectifs de fonctionner en société, être normal, avoir un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il apparaît surtout avec la suppression des stéréotypies, parce que dans l'espace public, les stéréotypies peuvent être perçues comme des gestes menaçants et donc mener à des violences interpersonnelles, ce qui est et surtout les personnes racisées sont très victimes de ce genre d'interprétation. On a aussi une motivation d'appartenance qui est un besoin fondamental, donc c'est une motivation sociale, et ce serait appartenir au groupe, nouer des relations et se sentir accepté. Et enfin, on a aussi une motivation de réussite, donc pouvoir réaliser ses projets personnels et professionnels en s'adaptant à son environnement. Donc on pourrait se demander si le camouflage, finalement, ce ne serait pas une réaction à la stigmatisation, afin d'éviter un coming out autistique pour ne pas subir la stigmatisation associée. Le camouflage, c'est donc une stratégie pour s'adapter à l'environnement. Or, il a souvent des conséquences néfastes pour les personnes autistes. Par exemple, des conséquences sociales, une invisibilité, voire un déni du handicap et des difficultés, avec des phrases qu'on peut retrouver telles que « tu t'en sors très bien, tu n'as pas besoin de te mettre dans une case, tu n'es pas tellement handicapé » ou « tu cherches juste à être spécial » et autres joyeusetés du genre. On retrouve aussi des remarques en lien avec les stéréotypes sur l'autisme. Donc, par exemple, « tu n'as pas l'air autiste », mais tu es une femme, mais tu parles, mais tu regardes dans les yeux.
Ou encore, dis pas ça, tu es intelligent, intelligente, ou tu es trop beau, belle pour être autiste. On a déjà dit ça à des personnes. Parmi les conséquences psychologiques, on retrouve un épuisement, parce que le camouflage demande une énergie considérable, et une anxiété, surtout la peur de faire un faux pas. On retrouve aussi une symptomatologie du coup anxio-dépressive et des idées suicidaires. Et parmi les conséquences personnelles, on a un impact sur l'identité, un sentiment de perte d'identité avec des personnes qui rapportent qu'elles ne savent plus qui elles sont, une perte de connaissance de soi et un sentiment de tromperie, c'est-à-dire tromper les autres ou se trahir soi-même. On a donc une double peine du camouflage, c'est-à-dire que plus on camoufle, plus on s'épuise, moins on est cru lorsqu'on parle de ces difficultés, et plus les atypies sont considérées comme des traits de personnalité avec des intentions malveillantes. Certaines études s'intéressent également aux différences de genre dans le camouflage, avec une hypothèse que l'éducation genrée et les différences d'attentes sociales feraient que les femmes autistes camoufleraient plus que les hommes. C'est de là qu'a émergé la notion du phénotype féminin qui expliquerait le sous-diagnostic des femmes. Or, les données elles sont peu concluantes. Dans certaines études, on trouve des différences, dans d'autres, on n'en trouve pas. Mais globalement, on remarque des différences en termes de niveau de camouflage entre les hommes, les femmes et les minorités de genre. Une autre hypothèse qui est avancée, c'est que le niveau élevé de camouflage, il expliquerait le diagnostic tardif. En effet, un âge plus important au moment du diagnostic est associé à un niveau plus élevé de camouflage. Et on peut aussi faire la remarque ici que les personnes ne savent pas forcément qu'elles camouflent ou pourquoi elles le font, ce qui renforce parfois leur sentiment d'aliénation et de décalage par rapport au reste de la population. Alors, pour la suite, je vais passer la parole à Raven Bureau, qui est doctorant en psychologie et dont un des volets de la thèse consiste à valider une mesure de camouflage. Bonjour déjà. Et donc oui, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de, justement, on a défini un petit peu ce que c'était le camouflage, on a parlé un peu des conséquences que ça peut avoir sur les personnes, mais il y a la question de comment est-ce qu'on le mesure, par exemple, en tant que professionnel, pour pouvoir potentiellement agir dessus. Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs possibilités pour mesurer le camouflage qui sont repérées dans la littérature. Il y a une approche qu'on appelle une approche divergente qui se veut objective. Voilà, donc une approche divergente qui se veut objective avec l'idée qu'on va mesurer un certain nombre de traits autistiques à travers, par exemple, des scores à des tests psychométriques comme l'AQ, comme la RADS, comme voilà, des tests qui sont utilisés en général pour mesurer les traits autistiques. On va potentiellement utiliser des tests cognitifs aussi, par exemple des tests pour tester la théorie de l'esprit, ce genre de choses-là. Et on va les comparer aux comportements qu'on observe de manière extérieure chez la personne. Donc là, c'est une approche donc, qui se veut objective parce qu'on va comparer par observateur extérieur la quantité, on va dire, de traits autistiques chez la personne au comportement qu'on peut observer. Mais le problème de cette mesure prise toute seule, c'est qu'elle ne permet pas de mesurer l'intention que la personne a de camoufler, ou les efforts qu'elle met en place pour camoufler, parce que ce n'est pas parce que ces efforts ne sont pas récompensés et ne sont pas efficaces qu'elle n'en met pas en place. Il y a d'autres types de mesures qui ont été développées justement pour essayer de repérer l'intention de camoufler finalement à travers des questionnaires auto-rapportés. Donc, les personnes répondent spécifiquement à des questions qui visent les différents comportements mis en place pour camoufler. Ça peut être une mesure complémentaire du coup à des mesures extérieures et qui seraient plus objectives. Parce que là, c'est une mesure subjective, donc puisque c'est une mesure auto-rapportée. Le questionnaire le plus répandu et le plus utilisé pour la mesure du camouflage, c'est justement un questionnaire qui s'appelle le CATQ, qui est le Camouflaging Autistic Traits Questionnaire, qui a été développé par une équipe du Royaume-Uni, et dont les items ont été développés à partir des résultats d'une recherche qualitative. Donc, ils ont vraiment posé des questions
à, je ne sais plus, un certain nombre de personnes autistes qui avaient reçu un diagnostic, qui mettent en place des comportements de camouflage, et ils leur ont demandé à quoi ça ressemblait finalement, pour pouvoir développer un questionnaire qui reprenait les comportements qui revenaient le plus souvent. Donc, ce questionnaire, il y a 25 items en tout, et il se répartit en 3 facteurs. Donc, il y a 3 grandes sous-dimensions qui sont mesurées à travers le questionnaire. Il y a les stratégies de compensation. Donc, c'est vraiment les stratégies qui sont utilisées pour compenser les difficultés sociales. Donc, c'est les stratégies que vraiment les personnes vont mettre en place de manière très consciente pour justement s'adapter à leur environnement. Donc, ça va être, par exemple, là, c'est un exemple d'item, j'ai essayé d'améliorer ma compréhension des compétences sociales en observant les gens. Il y a aussi des questions, justement, sur je reproduis enfin, j'ai regardé beaucoup de séries télé et de films pour comprendre comment les gens interagissaient entre eux. Donc là, c'est vraiment toutes les stratégies que la personne va mettre en place de façon très consciente. Il y a aussi les stratégies, le deuxième facteur, c'est la dissimulation. Donc, c'est les stratégies que la personne va employer pour avoir l'air moins autiste, entre guillemets, avec les stratégies que Cephos évoquait tout à l'heure, par exemple, réprimer certains comportements d'autostimulation, faire attention à son langage corporel, ses expressions faciales, etc., pour avoir l'air plus détendu, pour avoir l'air intéressé par l'autre personne, etc. Et le dernier grand facteur, c'est le facteur d'assimilation, où là, ça va être des stratégies un peu plus larges qui vont être utilisées pour s'intégrer socialement. Donc, ce n'est pas forcément par interaction sociale spécifique, mais c'est des questions plutôt autour de l'intégration dans la société au sens large. Donc, l'exemple là, c'est j'ai l'impression de faire semblant d'être normal en étant avec les autres. C'est j'ai l'impression de pouvoir être moi, ce genre de choses-là. Et donc, on a mené une étude de validation de ce questionnaire en français en suivant une méthodologie développée par une équipe du sud de la France, je ne sais plus, où on a d'abord évidemment demandé l'autorisation à l'équipe d'origine pour traduire le questionnaire, mais aussi dont on n'a pas fait une traduction forcément exactement littérale, dans le sens où c'est plutôt une adaptation, puisque ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser vraiment à la signification des items et potentiellement au contexte culturel associé, parce qu'il y a certains items dans tous les questionnaires psychométriques qui reprennent des expressions ou des idiomes du langage d'origine qui ne sont pas forcément adaptés au français. Et donc, on a vraiment travaillé sur quel était le sens finalement de la question et qu'est-ce qui était recherché par les auteurs lors de la formulation de la question. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un contact avec les gens qui ont créé le questionnaire à la base. Et puis, on a fait donc des ateliers de consensus où toutes les personnes qui ont proposé une traduction du test, se sont mis autour d'une table et on a décidé vraiment de quels items on allait utiliser en français. Et enfin, on a fait des focus group avec des personnes concernées, donc c'est-à-dire des personnes qui ont reçu un diagnostic d'autisme et des personnes adultes qui mettent en place des stratégies de camouflage pour leur demander est-ce que les items vous semblent cohérents, compréhensibles, est-ce que vous voyez comment répondre à la question. Donc là, le test n'était pas autour de vraiment tester les stratégies de camouflage des personnes, mais vraiment vérifier que le test était compréhensible. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait passer le questionnaire et on est passé à la phase de validation où on a analysé les items, la validité de la structure interne, les tests de fiabilité, de précision et de validité convergente. Donc, ce questionnaire, on l'a fait passer dans une enquête en ligne par Lime Survey, qui est un outil de collecte de données en ligne, et en format papier pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à la technologie, on va dire, ou qui ne sont pas forcément à l'aise aussi avec la technologie. Le format papier, ça a moins bien marché que ce qu'on pensait à la base, mais on a quand même eu quelques réponses par format papier. Donc, cette enquête, elle a été menée entre avril et août 2022 avec un test-retest en septembre sur lequel je reviendrai, j'expliquerai ce que ça veut dire. Et on a sur les données que je vais présenter là, elles sortent d'une grande enquête où il y avait le questionnaire du camouflage, mais il y avait aussi d'autres choses qui étaient mesurées.
Et on a pris les données uniquement des personnes qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'autisme et des personnes non autistes. Parce que dans l'échantillon plus complet, on a aussi des personnes qui ont déclaré un autodiagnostic et des personnes qui étaient en attente de rentrer dans la procédure diagnostique. Donc, qui avaient déjà fait des démarches, par exemple, auprès d'un centre, mais qui attendaient les premiers rendez-vous de mesure. Et il y avait 22 personnes pour le test-retest, et je vais expliquer pourquoi ça suffit quand j'arriverai à ça. Donc, cette étude, comme toutes les études, ont été approuvées par le comité d'éthique là, de l'Université de Strasbourg, puisque c'est celle à laquelle on appartient. On a quand même aussi impliqué des membres de la communauté autistique avec du coup les participants au focus group qui nous donnaient des informations sur si les items étaient compréhensibles ou non. Il y a eu aussi beaucoup de communication et d'échanges avec différents participants et participantes qui donnaient des retours finalement sur leur participation au questionnaire, comment est-ce qu'elles ont compris les items, ce qui leur convenait, ce qui ne leur convenait pas, etc. Ce qui a permis aussi d'enrichir la discussion et la compréhension du questionnaire. Et puis, dans cette étude au sens large, il y a l'implication de plusieurs chercheurs et chercheuses autistes, donc déjà moi, mais aussi Julie Dachet, par exemple. Et ensuite, les analyses, elles ont été réalisées avec un logiciel de statistique un peu compliqué. Donc, les personnes qui ont participé, donc là, vous n'aurez pas forcément le temps de tout lire, mais c'est pour vous donner un peu une idée du nombre de personnes qui ont participé et un peu la façon dont elles se répartissent. Donc, évidemment, comme dans la majorité des études en psychologie, on a un échantillon qui est très majoritairement féminin. Malgré un certain nombre de relances qui visaient spécifiquement le recrutement d'hommes, à chaque fois, même quand on faisait des relances qui visaient spécifiquement le recrutement d'hommes, on avait toujours plus de femmes qui répondaient que d'hommes. Donc voilà, c'est comme ça. On a une population qui a une moyenne d'âge de 30 à... dans 35 ans environ, avec le sous-échantillon autiste qui est un petit peu plus âgé que le sous-échantillon non autiste. Et c'est des personnes qui viennent de pays majoritairement francophones, avec le autre, ça comprend le Canada et notamment le Québec, donc, et puis d'autres pays du monde en général. Et ensuite, donc, quand on valide un test, on fait plusieurs choses. On fait une analyse factorielle qui nous permet de vérifier que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Et là, c'est une analyse factorielle confirmatoire puisqu'on vérifiait que le test en français mesurait la même chose que le test d'origine, donc en anglais. Et on trouve pour tous les échantillons des indices qui sont très satisfaisants. Voilà, donc ça veut juste dire qu'ils mesurent la même chose que le questionnaire d'origine. Ensuite, on a fait des mesures d'invariance. Donc, les mesures d'invariance, c'est une stratégie statistique qui permet de vérifier que le questionnaire s'applique de la même façon dans nos différents groupes. Et on a pu constater, justement, alors pour ces analyses-là, on a dû enlever les personnes qui avaient déclaré un genre non-binaire ou qui avaient déclaré autre, ne pas répondre ou qui avaient justement écrit un genre parce que leur nombre était insuffisant pour le pouvoir statistique de l'étude, enfin, de la mesure statistique, pardon. Mais voilà. Et on a pu constater que finalement, et vous le verrez ici, un delta CFI, donc la différence entre les indices du Comparative Fit Index entre les deux modèles, doivent être en dessous de 0,1, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est au niveau de l'invariance métrique. Donc, ce que ça veut dire, en langage compréhensible, c'est que le groupe des personnes autistes et le groupe des personnes non autistes ne mettent pas la même signification derrière les items. Donc, si on fait les choses de manière correcte, on ne peut pas vraiment comparer les résultats entre le groupe des personnes autistes et le groupe des personnes non autistes.
Et quand on a fait les mesures d'invariance en fonction du genre, toujours en excluant les personnes qui ont déclaré des genres non binaires et autres genres, là, on voit que les deltas sont très satisfaisants. Donc, on peut comparer, par exemple, le groupe des femmes autistes et le groupe des hommes autistes. Et ensuite, on fait des tests de fiabilité, donc qui permettent de vérifier que le test est fiable, finalement, comme son nom l'indique. S'il y a des psychologues dans l'auditoire, vous connaissez sûrement l'indice du coefficient alpha de Cronbach, qui est celui qu'on apprend souvent en licence de psychologie. Le coefficient oméga, ça se lit de la même façon, avec on a préféré celui-ci parce qu'il est plus adapté à des modèles avec des échelles de Likert, ce qui est le cas de l'échelle dont on parle. Et donc, les résultats sont aussi satisfaisants. Et ensuite, on a fait ce qu'on appelle une fidelity test retest. Donc, en fait, on vérifie que le test est toujours stable dans le temps. Et ça se fait via un coefficient de corrélation intraclasse. On avait besoin de 19 participants pour avoir, 19 volontaires pour avoir un coefficient satisfaisant. Donc, on en a 22. Donc, finalement, ça nous a quand même bien permis de faire le test. Et on a des résultats qui sont entre bons et excellents selon les différentes structures. Donc, ça nous permet aussi de dire que le test, il est fidèle dans le temps. Oups. Voilà. Donc, pour conclure sur tous ces trucs un peu statistiques, ça veut dire que notre version française qu'on a adaptée, elle est robuste pour un usage du coup auprès de personnes autistes, puisqu'on sait que la différence, qu'il y a une différence de signification derrière les items pour les personnes non autistes. Ça nous permet d'alimenter le fait que le camouflage, c'est un concept multidimensionnel parce qu'on a validé la structure multifactorielle. Et il y a une question autour de la dépendance au contexte, parce que notamment, comme je parlais tout à l'heure des personnes qui faisaient des commentaires et des retours qu'on avait pu avoir, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi répondu, mais la consigne, elle est trop générale parce que vous me demandez, en général, je mets en place ce genre de comportement, mais ça va complètement dépendre de si je connais bien la personne, de si je l'ai déjà vu avant, etc. etc. Donc, on peut aussi se poser la question de potentiellement développer des tests plus tard ou des consignes au moins qui feraient référence à une situation en particulier ou quand je ne connais pas la personne versus quand je connais la personne. Et donc, la non-invariance métrique qu'on a retrouvée montre qu'il y a une signification différente derrière les items et ça pose la question de est-ce que ce sont des expériences différentes finalement avec la littérature qui penche dans le sens de oui, avec l'idée que la motivation du camouflage autistique serait la sécurité. Et donc, le fait de ne pas être pointé du doigt, par exemple, ou de vivre des expériences négatives comme la discrimination, etc. Mais pas les expériences de gestion de l'image qu'on pourrait retrouver dans la population générale, qui ont là plutôt un but d'obtenir quelque chose de positif, comme la façon de bien se présenter pour un entretien d'embauche, par exemple. Voilà pour moi. Nous revoici, on a un petit temps de latence, même en étant dans la même pièce pour les PowerPoint. On vous remercie de votre indulgence. Et donc là, je vais passer la parole au docteur Romain Coutel, qui est pédopsychiatre, PH, et qui coordonne le centre expert TSA Sandei à Strasbourg et qui va nous parler du coup de cette question du camouflage, mais plus sur le versant clinique. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Raven de me permettre d'échanger sur le camouflage dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc j'adopterai un point de vue clinique qui est enrichi par ma pratique effectivement sur le centre expert TSA-SDI où je ne reçois que des adultes. Mais en tant que pédopsychiatre, je vois aussi des enfants et des adolescents. Mais là, je vais vraiment spécifier la situation des adultes. Donc, j'exerce activité clinique et par ailleurs, je suis chercheur sur l'unité INSERM 1114 de psychiatrie de Strasbourg. Donc, je suivrai le plan suivant. Il s'agit de parler du camouflage dans la pratique clinique en termes d'évaluation, d'intérêt et de limites. Et
même si j'interviens sur la clinique, je n'ai pas pu résister à faire à discuter à la fin des enjeux pour la recherche expérimentale et pour l'interface aussi clinique-recherche. Je pense que l'étude du camouflage pose ces questions de manière très aiguë et très intéressante. Pour commencer par le camouflage en pratique clinique, je rappelle que le camouflage à la base, c'est vraiment un concept qui nous vient des sciences sociales et donc qui est non spécifique du trouble du spectre de l'autisme. Il a été adapté au trouble du spectre de l'autisme, mais à la partie de l'autisme qui reste quand même la moins spécifique au sens, vu qu'il s'agit des troubles des relations sociales. Et ça, c'est vraiment important. On verra que ça a un impact, y compris sur l'utilisation qu'on peut faire de cet outil. Donc, c'est un outil, comme ça a été présenté, qui est multidimensionnel. Le camouflage est multidimensionnel, y compris dans le TSA. Et à des registres divers, il va impliquer, et c'est différent pour les personnes, et ça, je voulais vraiment insister là-dessus, qu'elles soient TSA ou non, la compréhension des règles sociales, l'implicite, ça j'y reviendrai, l'anxiété, la phobie sociale. Il y a une étude qui a été réalisée et qui comparait classiquement des adultes autistes à des adultes non autistes. Et ce qui est très, c'est des adolescents autistes et adolescents non autistes. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que le score au 4Q était corrélé au niveau de stress, d'anxiété, de dépression chez les personnes autistes, mais aussi chez les contrôles. Et ça montre que le camouflage, il est sous-tendu par de multiples aspects. Donc, j'ai parlé d'anxiété. Je voulais aussi rappeler, à mon sens, mais là, c'est un point de vue clinique, c'est à mon avis pas ça n'a pas été exploré par la recherche, aux aspects d'estime de soi et plus globalement de confiance en soi et dans le monde, mais ça renvoie aux aspects de sécurité dont parlaient les collègues juste avant. Et puis, il faut comprendre l'évaluation du camouflage de manière multidimensionnelle dans un contexte. Raven a déjà évoqué cette question et j'y reviendrai abondamment, dans un contexte social, mais sans doute pas que social, qui implique les aspects physiques aussi. Je voulais dire aussi que pour moi, le camouflage, c'est une modalité adaptative. Si demain, vous êtes invité à la garden party de l'Élysée, évidemment que vous aurez recours à des stratégies de camouflage, à moins que votre ego permette d'affronter ça tranquillement. Enfin bon, je crois que c'est quand même le fait de peu d'entre nous. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est une modalité adaptative qui devient un problème, une problématique, par sa constance dans les relations sociales et par son étendue. Rappelons quand même que les relations sociales ne se passent pas de la même façon avec Tata Odette ou avec votre fils de 5 ans. Donc, je pense que le 4Q est ce qui est en arrière-fond, le camouflage, il peut être très intéressant en termes d'évaluation clinique, à partir du moment où on ne se limite pas à l'aspect quantitatif, qui est très important pour les études et pour bien différencier aussi les difficultés en termes de camouflage dans les populations contrôle et dans les populations autistes, mais il va falloir insister sur les aspects qualitatifs de comment ça se passe dans les situations sociales. Et quand je parle de dans les situations sociales, ça suppose, et comme d'ailleurs l'ont fait remarquer ceux qui ont fait des commentaires sur le test, dans plusieurs types de situations sociales, que ce soit dans un registre connu ou inconnu, selon le niveau de proximité affective, selon si on a un contexte familial, par exemple, ou professionnel. Ces aspects-là dans l'autisme sont rarement précisés, même si on commence à le faire en recherche, et je vous en reparlerai après, mais je pense que c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, y compris dans la conceptualisation du trouble. De fait, quand on aborde le camouflage, il est, à mon sens, l'approche est beaucoup plus sémiologique que phénoménologique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le camouflage étant une stratégie pour faire disparaître les signes, les comportements problématiques, c'est une symptomologie du négatif. Donc, vous n'avez pas de comportement qui va signer le camouflage. C'est le ressenti de la personne associée à ces pratiques de camouflage qui va être problématique, qui va témoigner d'un ressenti difficile. Et c'est en ce sens-là où c'est vraiment une approche qui est centrée sur la personne, où on est dans une approche qui est beaucoup plus phénoménologique. Ça va nous permettre d'investiguer, comme je le disais, les différents types d'environnement social ou physique, et ça traduit dans l'autisme des aspects très
connus, transversaux et étudiés depuis très longtemps, tels que l'immuabilité, hein, faire face aux changements, aux nouvelles personnes, et aussi les aspects sensoriels. Les personnes autistes peuvent être dérangées par l'aspect de certains visages, par certains sons de voix, par aussi par le contexte, hein, qui peut venir considérablement altérer le contexte de la relation. Donc, dans les continuités de l'évaluation clinique, on va présenter les limites. Alors, Ravenne les a déjà évoquées, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les limites au niveau clinique. C'est les limites au niveau clinique. Donc, rappelez, et ça, c'est essentiel pour les professionnels qui nous écoutent, que le 4Q n'est pas un outil diagnostique de trouble du spectre de l'autisme, hein. Même si, dans la démarche, ils ont essayé de spécifier la problématique du camouflage dans l'autisme, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un outil spécifique de l'autisme. D'ailleurs, on voit que même dans la population contrôle, dans l'étude de Bernardin et collaborateurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été faite en 2021, on avait des corrélations entre le niveau de camouflage mesuré à la 4Q et le stress, l'anxiété et la dépression, y compris dans le groupe contrôle. D'accord ? Pour continuer ce que je disais tout à l'heure, le camouflage ne fait actuellement pas partie des critères comportementaux du DSM-5. C'est logique parce que ce n'est pas des comportements observables. Alors, il faut signaler quand même que dans les critères comportementaux du DSM-5, ce n'est pas le fait que ça soit non spécifique des TSA qui soit problématique. Il y a plein de difficultés de socialisation qui sont décrites dans le trouble des TSA qui ne sont pas spécifiques. Les troubles sensoriels, on les retrouve dans la déficience intellectuelle, même quand il n'y a pas de TSA associés, hein. Donc, il s'agit vraiment, comme je le disais, davantage d'un ressenti dans les relations sociales qu'un comportement observable. Par contre, l'exploration du camouflage a des vrais intérêts que je vais vous détailler à présent, si ça arrive. Voilà, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les intérêts, c'est que l'exploration du camouflage nous permet une exploration très fine de l'expérience subjective des relations sociales dans leur diversité. Et c'est ça, moi, que je trouve très intéressant. C'est voir dans quelle mesure le camouflage est problématique pour les personnes autistes. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et même d'ailleurs, peut-être pour les personnes non autistes aussi. Mais dans la situation de l'autisme, c'est l'opportunité d'investiguer ce qui est pour moi des aspects cardinaux du trouble du spectre de l'autisme. C'est tellement des aspects cardinaux que quand je suis un peu perdu au niveau du diagnostic, que je n'ai pas tous les critères, j'essaye d'explorer dans le détail ces aspects transversaux qui sont d'abord le déficit de compréhension de l'implicite dans les relations sociales, hein, qui est très impactant dans le quotidien. Et je préfère l'exprimer comme cela que comme un déficit de théorie de l'esprit. Parce que si on parle de déficit de théorie de l'esprit, on suppose que les tests de théorie de l'esprit inhérents à la théorie seraient positifs, iraient dans le sens d'un déficit. Or, on voit bien que quand on fait passer ces tests-là à des personnes adultes autistes, il y en a plein qui réussissent ces tests. Donc, ça montre que ce n'est pas tant un déficit de théorie de l'esprit tel qu'appréhendé par les tests, qu'un déficit de compréhension de l'implicite dans les relations sociales, qui peut être résolu en plus, et c'est ça ce qui rend les choses encore plus compliquées dans leur évaluation, c'est que les difficultés à comprendre les règles sociales peuvent être résolues de manière explicite, mais c'est très coûteux, pénible, compliqué. Et c'est ce qui sous-tend, pour le coup, beaucoup de questions autour du camouflage. Il y a un autre aspect qui est très intéressant à explorer à travers le camouflage, c'est l'autocentration. L'autocentration, c'est quoi? C'est la tendance à privilégier un point de vue en première personne, avec une difficulté à appréhender le point de vue des autres personnes. Et c'est ça qui sous-tend, pour le coup, les règles sociales. Donc, cet outil, de ce point de vue-là, me semble très intéressant car il explore des aspects insuffisamment investigués avec nos outils diagnostiques classiques. Alors, si on voit les choses comme ça, je pense que derrière, il y a des vrais enjeux pour la recherche expérimentale et pour l'interface de la clinique et de la recherche. D'abord, il y a, comme je le disais avant, l'importance de prendre en compte l'environnement social dans sa diversité. Là, on utilise, pour information, une base qui s'appelle Genida, qui est une base qui n'est pas du tout à destination des personnes adultes
autistes sans troubles du développement intellectuel. C'est vraiment fait pour des personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement. La plupart de ces personnes présentent une déficience intellectuelle, mais l'idée, c'est d'étudier les troubles du neurodéveloppement associés à des anomalies génétiques monogéniques. Et dans ce cadre-là, on a évalué les relations sociales et on distingue bien les relations avec les personnes de la famille, les personnes à l'extérieur de la famille. Et je pense que ce type de distinction est vraiment intéressante et on pourrait imaginer aussi de détailler les aspects relationnels, les aspects d'environnement social beaucoup plus. Et c'est l'occasion de rappeler que, et c'est bien qu'on revienne à ces aspects-là, c'est que le déficit de cognition sociale a pu nous faire penser que les problèmes de la relation ne concernaient que la personne autiste. Or, par définition de la relation, j'ai une collègue qui disait, pour applaudir, il faut avoir deux mains. Ben, dans les relations sociales, c'est pareil, il faut être deux. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, pourquoi c'est important? Parce que derrière, on va pouvoir voir les relations qui fonctionnent et les relations qui fonctionnent moins. Et les contextes relationnels qui le permettent aussi. Je pense en particulier aux intérêts restreints, où quand ces intérêts sont évoqués, sont partagés avec la personne. Moi, je suis très surpris de voir des personnes autistes qui montrent alors des compétences sociales qu'on ignorait chez eux. Et ça, je pense, ça ouvre vraiment des perspectives très intéressantes en recherche qui, alors, l'idée, c'est pas de dire tout ce qui est cognition sociale, ça n'a pas de sens, mais de dire que sans doute qu'on a été dans un réductionnisme excessif en ne voyant les relations sociales que par le prisme des cognitions, c'est-à-dire des processus qui les sous-tendent, mais de montrer que les cognitions sociales, je crois qu'il faut être plus modeste, c'est-à-dire que elles se développent de manière différente selon les environnements et les contextes. Et ça, je pense, ça peut amener vraiment une forme de révolution dans la manière dont on pense l'autisme et dans les liens à l'environnement. Et puis derrière, il y a un impact vraiment d'intervention, voire de thérapie, parce que l'idée, ça va être de pouvoir développer les compétences sociales à partir de celles qui sont réussies actuellement, hein, et être moins dans une idée d'apprentissage de comment être en société. Non, on va plutôt développer des compétences qui sont déjà là. Et ça pose vraiment des tas de questions sur les cognitions sous-jacentes et même, je crois, une certaine conceptualisation de l'autisme. Voilà. Donc, on voit que ça pose des tas de questions. Si on va au bout du camouflage, hein, on peut dire, et c'est une question d'ailleurs récurrente des personnes adultes qui viennent nous consulter pour avoir un diagnostic, beaucoup disent, vous ne retenez pas un diagnostic, mais en fait, je camoufle énormément et c'est pour ça que vous n'avez pas vu les signes. C'est une problématique qui est très récurrente. Alors, à ça, moi j'ai envie de dire, je suis soumis, en tant que praticien, en tant que chercheur, à des référentiels, à un cadre, qui est celui de la clinique et de la recherche, qui pose le diagnostic sur des critères comportementaux observables qui font consensus. Donc, s'ils ne sont pas là, eh bien, on ne peut pas retenir le diagnostic. On pourrait envisager, mais ça, on n'en a pas les moyens, parce que ça supposerait d'être dans un consensus international, de baser le diagnostic plus sur le fonctionnement psychologique, ce qui pourrait être très intéressant. Le problème, c'est qu'on n'a pas actuellement les tests qui nous permettent de réellement distinguer ce qui est d'un fonctionnement psychologique autistique de ce qui est un fonctionnement psychologique non autistique. Il faut les voir de manière associée au comportement. D'accord? Donc, ça, c'est pour essayer de répondre aux remarques des personnes pour lesquelles on ne retient pas un diagnostic. Après, il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est aussi entendre que, pour moi, toutes les personnes qui ont un fonctionnement autistique n'ont pas un trouble autistique. Moi, en tant que psychiatre, je vais diagnostiquer le trouble autistique, c'est-à-dire un fonctionnement autistique qui amène un impact dans le quotidien et pour lequel il y a nécessité de reconnaissance et d'adaptation. C'est ça ce qui définit un trouble psychiatrique. Ce n'est pas le fait d'avoir une pensée autistique. Et là, je rejoins vraiment tous les travaux qui voient l'autisme sur un continuum de manière dimensionnelle qui va vraiment des aspects les plus typiques aux plus atypiques.
d'accord, sans sans dire il y a les personnes autistes diagnostiquées, puis il y a les autres. Non, non, tout ça est tout ça est beaucoup plus continu. Et il y a des tas de personnes qui vivent très bien avec un fonctionnement autistique. C'est très bien pour elles. On ne va certainement pas les embêter avec des diagnostics abusifs. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Je vais essayer de prendre Je vous remercie tous de vos interventions. Donc, comme on a ce petit couac d'ordinateur, je n'avais plus mon ordinateur à disposition, je n'ai pas vu le chat. Donc, je vais essayer de balayer un certain nombre de questions. Alors, je pense que Ravenne, une question qui arrive, qui est régulière, qui est, parce qu'on l'a fait régulièrement, est-ce possible d'avoir le questionnaire SATQ? Alors, voilà, alors Ravenne va vous mettre le lien quand ça sera reconnecté, parce qu'il a vraiment des problèmes de connexion. En fait, pour préciser, hein, le CATQ, on l'a mis sur ResearchGate, voilà, donc, qui est le site où les chercheurs partagent des publications et des informations. Ravenne vous mettra le lien pour aller le récupérer. Pour l'instant, l'article est en cours de correction pour être publié, mais l'outil est disponible comme il vous l'a indiqué. Alors, je ne sais pas toujours à qui s'adressent les questions, mais alors, quelqu'un, Ravenne, c'est pour vous, je le dis. À quand la soutenance? C'est une question qu'il ne faut jamais poser à un doctorant. Voilà, je vous le dis. C'est un anonyme, donc voilà. Alors peut-être, je pense que ça s'adresse au docteur Coutel. J'aimerais qu'on approfondisse le fonctionnement versus le trouble. Oui, tout à fait. Alors, pour illustrer ça de manière très simple, hein, c'est une petite histoire. On avait fait une intervention dans un département de mathématiques pour une personne qui présentait un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle et pour proposer des adaptations. Et là, le directeur du département nous a expliqué qu'il y en avait bien d'autres qui présentaient ce profil-là et pour lequel, finalement, on n'avait pas fait d'adaptation. Et ben, je crois que ça traduit ça, la différence entre le fonctionnement. On peut tout à fait avoir un fonctionnement autistique, mais il se trouve que la situation dans laquelle les personnes vivent ne pose pas souci. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont un fonctionnement autistique. Il y a des chercheurs très célèbres qui ont un fonctionnement autistique. Ça n'a pas eu d'impact sur leur vie. Ça ne leur a pas empêché d'avoir, pour certains, de brillantes carrières, d'avoir une vie de famille et tout ça. Mais donc, le trouble, c'est vraiment, et ça, c'est très important de le rappeler, je vous remercie pour cette question, ce qui fait le trouble, c'est le retentissement. Le retentissement et derrière, du coup, le besoin d'aide. Et ça, c'est aussi très important. Là, des aides qui sont d'ailleurs pas nécessairement sur le registre sanitaire, bien au contraire, ça peut être des aides sur le registre éducatif, mais ça peut être aussi des aides en termes de reconnaissance du trouble, d'adaptation, d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, des aides de cette nature. D'ailleurs, c'est ce qu'on maintenant, enfin nous sur l'activité du centre expert, c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on est on devient beaucoup plus des, je n'aime pas le terme prescripteur, mais en tout cas on soutient les adaptations professionnelles. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est prohiber l'open space, c'est prohiber aussi les changements intempestifs de poste, c'est assurer une programmation, permettre d'anticiper, objectiver les attendus. Enfin, c'est tous ces aspects-là qu'on développe et qui, quand ils sont appliqués, permettent que les personnes qui ont un fonctionnement autistique n'aient plus besoin de nous, finalement. Et c'est ça qu'on cherche, nous, en tant qu'intervenants, c'est que les personnes puissent vivre sans nous. Et auquel cas, on peut dire que quand les adaptations sont là, d'une certaine façon, comme il n'y a plus de retentissement, le trouble, en tant que trouble, en tant que pas que fonctionnement, le trouble, c'est considérablement atténué, voire à disparaître. Merci. Merci pour cette réponse et puis merci pour la question. Alors, je laisserai répondre peut-être Ravenne sur les aspects psychométriques de l'outil. Alors, il y a une question, c'est pensez-vous que les femmes avec TSA camouflent davantage que les hommes avec TSA?
Et la personne dit, pardon si ce point a été évoqué, j'ai pris en route. C'est une question qui a été un peu évoquée, mais est-ce que peut-être l'une ou l'autre souhaite approfondir? Parce que c'est une question qu'on pose souvent. Raven va venir se faire un plaisir de répondre à cette question. Et puis, je pense que vous pourrez rester là, Raven, et puis moi, je regarderai Ok. le question là-bas. Donc, en fait, il y a c'est une question qui se pose souvent. C'est, comme disait Cephos, l'origine du camouflage un peu... le camouflage autistique, pardon, c'est l'origine des questions autour du phénotype féminin de l'autisme, etc. Et il y a plein d'études sur la question. Il y a des études qui trouvent des différences, il y a des études qui ne trouvent pas de différence. Mais si on prend toutes les études à l'heure actuelle, parce qu'évidemment, ça peut toujours évoluer, si on prend toutes les études et qu'on essaye de faire un peu un podium, la balance penche quand même vers le fait qu'il y aurait des différences, même si voilà, tout est toujours comme dans la recherche, on n'a pas de réponse absolue et définitive. Mais si on essayait de faire un podium, du coup, effectivement, les femmes seraient plutôt médaille d'or. Les personnes qui répondent genre non-binaire, par exemple, seraient médaille d'argent et les hommes seraient médaille de bronze. Alors, il y a la question aussi de à quel point c'est associé à justement l'éducation genrée, le fait qu'on va plutôt demander justement aux petites filles, par exemple, de bien se comporter avec les autres, de bien aller vers les autres, etc., et qui du coup leur donnerait peut-être même plus d'outils pour développer des stratégies de compensation et présenter plus de camouflage. Voilà, mais il n'y a pas de réponse définitive comme à beaucoup d'endroits dans la vie et la recherche en général. Mais voilà, il y a une tendance, on va dire, à l'heure actuelle qui est un peu repérée. Oui, du coup, la question, c'était quand l'insight est insuffisant, comment est-ce qu'on fait pour retenir la dimension d'impact fonctionnel, en gros. Voilà. C'est pour moi? Très souvent parce que ça occasionne des difficultés dans le quotidien. Ça peut être, par exemple, qui sont en fait très importantes. C'est vrai que les personnes autistes qui ont un faible insight peuvent être très impactées. Pour beaucoup, ça va être, par exemple, l'impossibilité d'avoir accès à un emploi ou de le conserver, parce qu'ils sont beaucoup trop francs, des fois dès l'entretien d'embauche, donc ce n'est pas possible. Ça va être une vraie maladresse sociale qui les met dans des situations qui peuvent être extrêmement compliquées, voire potentiellement illégales. Il y a des travaux aux États-Unis sur ces aspects-là qui sont vraiment importants. Donc, c'est un vrai souci, mais c'est vrai que là, notre métier de soignant en général est complexe parce qu'il faut pouvoir faire entendre les difficultés de la personne. Le diagnostic peut être aidant, mais pas toujours. Et donc, l'idée, c'est éventuellement de travailler sur un autre aspect que l'aspect qui fait problème avec ces personnes. Ou de se mettre d'accord sur l'idée qu'on va tout faire pour que l'accès à un emploi soit plus simple. C'est une dimension qu'on retrouve parce que par ailleurs, je travaille aussi sur la psychoéducation après le diagnostic et on retrouve aussi des gens qui refusent le diagnostic parce qu'ils disent que ça ne les concerne pas, parce que parfois aussi après le diagnostic, il y a cette question de se mettre il y a une mise en abîme avec l'idée qu'on peut avoir sur l'autisme avant de recevoir le diagnostic, le fait que les représentations médiatiques, il y a aussi des personnes qui ont un peu des super pouvoirs, entre guillemets, qui vont avoir une mémoire hyper développée, etc. Et des gens qui vont dire, mais moi, je ne peux pas être autiste parce que je n'ai pas les bons côtés, entre guillemets. Et c'est aussi quelque chose où, voilà, parfois, les gens n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils ont certaines difficultés et où on va amener les choses de manière un peu différente, en allant vers les objectifs, en allant sans forcément montrer du doigt, si, là, il y a un problème. Ça va plutôt être d'amener les choses de manière un peu positive sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, et de tester des choses pour voir si ça, quand on parle de prise en charge, je veux dire, de tester des choses pour voir si finalement ça se déroule un peu mieux ou si c'est plus facile, sans forcément dire si, il faut absolument reconnaître qu'il y a un problème là pour avancer. Mais c'est vrai que pour le diagnostic, c'est une autre question.
Du coup, la question, c'était, je répète au cas où vous ne l'entendez pas, c'était qu'on explique que le camouflage, c'est un cercle vicieux et que ça peut être compliqué enfin, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour aider les personnes à moins camoufler pour que ce soit plus vivable, mais tout en restant dans un sentiment de sécurité. L'idée, alors il y a des approches qui commencent à se développer, des programmes thérapeutiques, on va dire, qui commencent à se développer autour de tout ça. Ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'acceptation de la différence, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les personnes concernées acceptent le fait qu'elles n'arriveront pas forcément à faire les choses de la même façon que tout le monde, qu'il y a peut-être des choses auxquelles elles vont devoir renoncer pour finalement conserver leur énergie, mais aussi par justement plein d'approches de sensibilisation de leur environnement, etc., pour que leurs difficultés soient aussi prises en compte, parce que c'est pas forcément parce qu'elles sont camouflées qu'elles n'ont pas les difficultés. Avec, comme disait Séphos aussi au début, parfois la question que certaines difficultés sont ramenées à des traits de personnalité. Finalement, c'est la personne qui est mal polie, c'est la personne qui est feignante, c'est la personne qui est trouble-faite parce qu'elle veut jamais sortir, etc., alors que c'est vraiment une technique de conservation de l'énergie. Et donc, il y a un peu les deux côtés avec, dans beaucoup des choses qui émergent, hein, parce que c'est des choses qui sont vraiment parues là dans les 6 derniers mois, hein, les choses que j'ai pu lire là-dessus, avec quand même beaucoup aussi de choses autour de ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de cassé et enfin voilà, des choses un peu autour d'accepter que ça peut être nécessaire pour atteindre certains buts, mais que ça ne veut pas forcément dire que de façon inhérente, il y a quelque chose à corriger. C'est des discussions qui sont très importantes à avoir parce que ça situe la place de chacun, d'accord? Moi, mon métier, c'est d'être psychiatre et donc mon métier, c'est entre autres de faire des diagnostics, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai bien séparé les choses en termes de retentissement. C'est que pour moi, c'est le retentissement et c'est pas que moi, les critères sont là, il y a des critères et le retentissement définit le diagnostic. Je ne suis pas là en tant que psychiatre, moi je dis souvent pour dire ce qui est dans la norme ou pas. D'accord? Moi, si je commence à diagnostiquer des fonctionnements, je trouve que je vais au-delà de mon rôle. D'accord? Moi, ça me va très bien que la société elle soit le plus diverse possible, avec des fonctionnements psychologiques extrêmement différents. Voilà. Le diagnostic, en tant que diagnostic, doit être réservé pour les personnes pour lesquelles il y a difficulté. Hein. Il y a difficulté et impact. Et ça, je pense, c'est vraiment important pour respecter aussi les personnes qui ont un fonctionnement différent, mais qui ne veulent pas entendre parler de diagnostic. Et c'est légitime. Mais à un moment donné, si vous voulez, c'est important aussi que la place que chacun soit entendu à sa place. Je pense que ça éviterait beaucoup d'incompréhension. D'accord? Nous, en tant que psychiatre, on intervient à un certain niveau. Donc, en tant que médecin spécialiste de l'autisme, non psychiatre, il peut faire des diagnostics, c'est pas. En tant que médecin, on intervient à un certain niveau avec derrière la possibilité, du coup, par la MDPH, d'avoir la reconnaissance et certaines aides. C'est une logique. Moi, je n'ai pas à me prononcer si dans la société, il y a des personnes qui se perçoivent avec un fonctionnement autistique et le revendiquent, ça leur appartient. Hein. Et je crois que c'est vraiment important de situer, soit je présente ça comme ça aux internes, il y a les aspects diagnostiques sur un plan médical, et puis après, il y a l'aspect sociétal de la neurodiversité. Hein. C'est la même chose dans la dyslexie. Vous avez plein de personnes dyslexiques qui, somme toute, arrivent très bien à compenser, mais se reconnaissent dans le fonctionnement dyslexique. Et quand ils vont chez l'orthophoniste, ils n'ont pas vraiment un diagnostic de dyslexie, mais eux-mêmes vont se reconnaître dans cette expression de la neurodiversité-là. Je veux dire que ça leur appartient. Voilà. Donc la question, c'est dans la communauté autistique, on échange souvent autour du burn-out autistique, donc on nous demande notre avis, et si ça va vers une sorte de reconnaissance. Alors au niveau de la science, oui, ça va vers une sorte de reconnaissance parce que dans les
Dans la dernière année, je vais dire, il y a eu vraiment des publications sur le sujet avec des modélisations, avec, ça commence vraiment à être étudié, en tout cas du côté scientifique des choses, euh, avec qu'est-ce qui serait différent potentiellement du burn-out professionnel, puisque c'est dans ce contexte-là qu'il est souvent étudié, mais parce qu'on voit quand même que les mécanismes du burn-out, finalement, ils commencent à être appliqués à autre chose, parce que là, on voit aussi l'apparition en tout cas au niveau scientifique, parce que quand ça apparaît au niveau scientifique, souvent ça existe depuis longtemps, ou c'est échangé justement dans les communautés depuis longtemps. Au niveau scientifique, ça commence à être étudié aussi, le burn-out parental, par exemple. Donc, on voit aussi que les mécanismes, finalement, commencent à être étudiés avec l'établissement de modèles où on prend en compte les caractéristiques spécifiques, par exemple, des parents ou là, de l'autisme. Donc, c'est quelque chose qui commence à être un peu reconnu, au moins en termes scientifiques. En termes thérapeutiques, il y en a un petit peu aussi, parce que j'ai vu qu'il y a des programmes qui commencent à se développer aussi pour lutter contre le burn-out autistique. Avec toujours cette question un peu finalement de l'énergie qui est mise pour s'adapter et le fait de reconnaître que ça coûte quelque chose. Et souvent, c'est ça qui manque même aux adultes qui vont consulter en général voilà, en CMP ou voilà, chez des gens qui ne sont pas forcément au fait des diagnostics d'autisme et de comment ça fonctionne en général, c'est la reconnaissance que même si là tout de suite j'ai l'air de pouvoir tenir 4 heures de cours, machin, voilà, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et c'est souvent ce qui manque aussi aux gens, voilà, la reconnaissance un peu que ça coûte beaucoup d'énergie et que ça peut être difficile à expliquer et même à repérer parfois, parce qu'on voit aussi des personnes qui vont avoir du mal à reconnaître les signes, comme dans le burn-out d'ailleurs professionnel, à reconnaître les signes et qui vont se prendre le burn-out sur la tête, entre guillemets, avec le fait qu'elles n'arrivent plus à se lever le matin, par exemple. Et où on va, dans les approches thérapeutiques qui commencent à se développer, il y a l'idée de repérer justement les signes un peu précurseurs pour pouvoir mettre en place des choses avant que ce soit un peu dramatique. La question, c'est est-ce que les spécificités autistiques deviennent de plus en plus compliquées en avançant en âge? Ouais, alors je vais m'en sortir par une pirouette, mais les données, malheureusement, les données longitudinales dans l'autisme, vie entière, sont vraiment insuffisantes. Et là, en plus, on est sur des données qui sont très complexes parce que c'est le vécu des personnes et l'évolution du vécu des personnes dans le temps par rapport aux spécificités de l'autisme. Pas simple comme question de recherche, mais c'est une vraie question. Elle est très, quand on parle de phénoménologie, on est vraiment là-dedans. Je pense qu'on est de plus en plus à développer des études qui portent sur le ressenti des personnes, hein, alors qu'initialement, en psychologie expérimentale, ce n'était pas nécessairement très bien vu. Hein. Donc, il faut voir que voilà, la recherche bouge et c'est bien. Mais à mon avis, c'est très compliqué de répondre à ces questions-là. On a des études de long terme où on voit que si vous voulez, les profils sont quand même assez stables. Les particularités, alors, les particularités ont tendance quand même, par exemple, les aspects perceptifs, tout ça, plutôt conservé dans le temps. Il y a quelques aspects qui chutent un peu, mais c'est qu'on a... De l'extérieur comme ça, c'est quand même plutôt stable. Alors, je ne parlerai pas du vieillissement que je ne connais pas bien, puis en plus, les études sont quand même très, très parcellaires sur le domaine. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a une certaine stabilité. Après, il y a le point de vue du clinicien. Moi, je trouve quand même qu'avec l'âge et à partir du moment où il y a eu un diagnostic et tout ça, les personnes se connaissent mieux, savent aussi mieux, ça rejoint un peu les questions qu'on se posait tout à l'heure, s'adapter à leur environnement. Hein. Alors, des fois, oui, on va camoufler parce qu'on n'a pas le choix, mais on essaye de camoufler le moins possible, en tout cas se mettre dans le moins possible de situations où on va s'appuyer sur du camouflage. On va se ménager des temps où on est seul, où on peut s'adonner aussi à ses intérêts, où on peut se détendre, se reposer. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment des possibilités d'apprentissage sur le temps, mais ça, c'est de la clinique, c'est vraiment pas des données de recherche. Voilà. Oui, c'est vrai que les personnes vieillissantes, en général,
Ça commence à peine on commence à se poser la question, mais comme au départ, les adultes n'étaient pas très présents dans la recherche parce que bah, voilà, on se posait la question des enfants, des adolescents, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais ces gens-là, ils disparaissent pas quand ils deviennent adultes, donc on va commencer peut-être à se poser des questions de ce qui se passe pour eux. Et bah, là, le même mouvement est en train de se produire pour les personnes qui avancent en âge parce que bah, oui, ces personnes ne disparaissent pas, enfin si, au bout d'un moment, comme tout le monde, mais elles finissent par avoir des cheveux blancs et être à la retraite, etc., etc. Et du coup, bah, il y a aussi des questions qui se posent autour de tout ça. Dans les témoignages souvent qui sont apportés, il y a quand même la question aussi, il y a des gens qui se posent la question de si les difficultés potentiellement plus importantes qu'elles pourraient rencontrer ne sont pas plus liées justement à la baisse de leur capacité à faire face, au fait que bah, justement, ça demande de l'énergie, donc on est plus fatigué quand on vieillit, ça c'est un phénomène de la vie. Voilà, c'est ça, les fonctions cognitives sont peut-être moins rapides, etc., etc. Et du coup, c'est un peu la question qui se pose, en tout cas dans les communautés en général, les discussions qu'il peut y avoir autour de ça, c'est plutôt bah, finalement l'impact, enfin la caractéristique en elle-même, elle n'a pas forcément évolué, mais l'impact qu'elle peut avoir peut être plus important parce que ben, on le sait quand on le vit. Même une personne non autiste, hein, quand on est fatigué et qu'il y a du bruit autour de nous, ça nous impacte plus. Et là, bah, c'est un peu le même principe. C'est bah, déjà accomplir mes tâches de la journée, ça me fatigue. Mais alors, si je rajoute en plus le fait de devoir gérer justement toutes ces caractéristiques, même si ça devient un peu automatisé, donc ça permet de durer un peu plus longtemps, c'est ça un peu la question. Mais c'est vrai que pour mener une recherche qui permettrait d'évaluer ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais si des gens veulent faire des thèses là-dessus, ce serait super intéressant. Pour les personnes, on essayera de partager avec le replay du coup des ressources un peu plus cliniques et même communautaires, parce qu'il y a des choses aussi qui sont faites là-dessus, pour bah, justement répondre aussi à certaines choses qu'on n'aura pas forcément le temps de voir là, puisqu'il nous reste 5 minutes. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut accompagner une personne qu'on imagine autiste vers bah, une procédure diagnostique, même si au moins la prise de conscience, oui déjà, et puis bah, potentiellement le diagnostic. Vaste question. Ouais, bah, c'est vrai que en fait, ça se passe tellement plutôt en sens inverse maintenant. C'est vrai que l'autisme est quand même de plus en plus connu, y compris dans ses formes sans trouble du développement intellectuel associé, voire à haut potentiel associé. Donc, c'est quand même très connu. Moi, je trouve que c'est vrai de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus maintenant les personnes elles-mêmes qui nous posent de la question. On peut l'avoir dans le cadre de nos consultations, de nos suivis, mais je trouve que les choses se font assez simplement parce que c'est vrai que comme c'est un trouble qui est connoté positivement et un modalité de fonctionnement qui est connoté positivement, c'est bien plus facile que beaucoup d'autres troubles où là, qui sont vus de manière très péjorative. Je pense à la schizophrénie en particulier, où là, c'est très compliqué de faire entendre ces diagnostics. Mais je trouve que voilà, la question, en tout cas en tant que praticien, la question se pose moins dans le cadre de l'autisme. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de ressources maintenant avec la médiatisation et ce genre de choses-là qui ont permis à des gens aussi parfois de se reconnaître et d'entamer du coup des démarches diagnostiques. C'est toujours une question un peu délicate parce que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ça. Ça peut être difficile de le faire reconnaître. Il y a aussi, moi par exemple, dans la première étude que j'ai menée où je posais la question aux gens de comment ils avaient vécu leur diagnostic, il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont dit, mais moi, ma fille, elle m'en a parlé au moins 5 ans avant que j'accepte que ça puisse me concerner. En fait, elle m'avait proposé de lire des livres, elle m'avait, voilà. Et puis, si je l'avais écouté, bah, j'aurais gagné 5 ans dans mon diagnostic. Mais voilà, c'était pas envisageable pour moi. Et souvent, ça se fait en plusieurs temps parce que c'est cette idée de est-ce que ça peut me concerner? Et puis au final, bah, non, c'est pas possible parce que justement, on a aussi plein d'idées reçues parfois par rapport à l'autisme. Et puis, au fur et à mesure, bah, se confronter au fait que parfois, il y a des choses justement dans les différents moyens médiatiques qui sont proposés qui nous parlent peut-être un peu trop. Parfois, c'est quand on est confronté à des difficultés, il y a aussi beaucoup de gens qui vont au diagnostic parce que finalement,
elles se disent là, j'y arrive pas. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Du coup, j'aurais besoin d'aide pour une adaptation pour mes examens, j'aurais besoin d'une adaptation au travail, etc. etc. Et finalement, ça me permet de répondre à cette question de pourquoi. Pourquoi il y a des choses qui sont plus difficiles pour moi que pour les autres. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont, oui, se dire maintenant, ça peut pas être ça, ou justement parce que c'est trop à la mode, parce que voilà. Et du coup, ça va forcément mettre du temps. Souvent, c'est un peu de mettre, ah bah tiens, j'ai lu ce livre qui est super intéressant, ça te dit pas de le lire? Et puis potentiellement rentrer dans la discussion par ce biais-là, ou j'ai regardé ce documentaire super intéressant, voilà. Souvent, ça peut aider, mais tout dépend aussi de la relation qu'on a avec la personne, parce qu'on va pas forcément faire ça avec ses collègues. Tiens, viens dans le bureau, allez hop, regarde. Voilà. Merci beaucoup. Je vais reprendre juste la main. Non. Romain, tu peux rester. Hein. C'est aussi un animateur de Strassen. On va vous laisser là. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté assez nombreux et nombreuses à ce webinaire. Je remercie les collègues parce que moi, je n'ai rien fait aujourd'hui d'être intervenue. C'est fausse également. Je pense que, moi, je retiens des commentaires finalement beaucoup de choses positives de vos interventions, c'est-à-dire finalement beaucoup d'humanisme qui ressort de vos deux interventions et de compréhension, y compris du côté de la clinique, voilà, de ce que peut être l'autisme et des besoins des personnes. Et puis, on vous donnera les ressources spécifiquement sur le camouflage parce que plusieurs personnes l'ont demandé et ont demandé votre futur article, Ravenne. Donc, on fera ça. Et puis, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, Marie Spéressin vous fait suivre régulièrement la newsletter avec toutes nos informations. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi peut-être des idées de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées et auxquelles on pourrait éventuellement répondre dans les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci.